Merci, merci beaucoup, Syed, merci Mohamed. Alors, tout d'abord, moi je voudrais axer ma réaction sur 3 niveaux. Alors, premier niveau, ça a été cité, ça a été dit, c'est qu'aujourd'hui le problème majeur pour moi, c'est le rôle de l'État. On n'a plus un État aussi présent, on n'a plus un État qui assure ses fonctions régaliennes, et ça m'inquiète. L'État n'est pas en train de défendre comme il le faut ses symboles. L'État n'est pas en train d'assurer une sécurité fiable dans ce pays, sur toute la République, et l'État n'est pas en train de réguler la contrebande du secteur informel. Et donc je crois que l'État tunisien est en train de perdre de ses fonctions vitales, de ses fonctions régaliennes, et ça c'est très important et c'est primordial pour réussir une croissance et une relance économique. Donc ça, c'est le premier point, et ça vient ici, la problématique majeure de la gouvernance de l'État. Donc deuxième point pour moi, et ça m'inquiète beaucoup, je le dis directement, j'assume ma responsabilité, c'est l'amateurisme et le manque de fiabilité de ce gouvernement, parfois, et maintenant de plus en plus souvent, notamment de certains de ses membres. La semaine dernière, le président du gouvernement, notre ministre, a communiqué sur un taux de croissance de 4,8%. L'après-midi même, son ministre conseiller politique a communiqué sur un taux de croissance de 2,2%. Le lendemain, le ministre de l'Agriculture a communiqué sur un taux de croissance de 7%, et le samedi soir, le ministre de la Justice a communiqué sur un taux de croissance de 6,2%. Donc là, vous avez 4 membres du gouvernement, avec un président du gouvernement, chacun, et ça c'est pas une rumeur, ça c'est acté, je ne sais pas si vous l'avez suivi, moi je l'ai suivi, c'est acté, c'est enregistré, c'est dit. Donc vous avez un gouvernement, c'est pas qui communique mal, mais qui communique d'une façon horrible. Horrible. Et ça dégrade l'image de la Tunisie et ça dégrade la crédibilité de ce pays. Quand vous avez 4 taux de croissance qui sont donnés par 4 membres du gouvernement, moi je me pose la question sur un minimum de compétences vitales pour ce gouvernement et pour ces membres du gouvernement. Donc là, soyons clairs là-dessus, il y a un recadrage à faire assez urgemment. Et ça a commencé depuis le mois de janvier, quand vous avez le ministre de l'Agriculture qui commence lui-même à évoquer un taux de croissance pour 2012. Alors qu'on savait tous que c'est l'INS qui donne donc ce taux-là à partir du mois de mai de chaque année. Donc c'était des taux qui étaient faux, et ça c'est vraiment une responsabilité assez conséquente. Alors, troisième point, concernant la politique de relance budgétaire et économique que ce gouvernement veut mettre en place, et est en train de mettre en place à travers la loi de finances complémentaire. Alors, moi, je n'ai jamais compris, j'ai jamais vu une politique de relance sans augmentation salariale. J'ai pas vu jusqu'à maintenant une augmentation salariale, on parle de blocage, on parle d'une légère augmentation, mais M. Sitofir, là, tout à l'heure, a parlé d'une relance extraordinaire et donc d'une politique de relance assez affirmée, assez accentuée. Moi, on m'a appris toujours qu'une relance se fait toujours par les salaires, par l'augmentation des dépenses publiques, mais aussi par les salaires pour éventuellement augmenter la consommation et donc éventuellement la consommation qui va impacter positivement la production et l'investissement. Donc voilà ce que je sais de la politique de relance. Donc moi, je n'ai pas vu ici vraiment les vraies bases d'une politique de relance. Alors ici, un point très important aussi. Alors, bon. Recherche, investissement, export également. C'est la relance, c'est pas la demande globale. La demande globale, c'est la consommation. Bon, peut-être par l'investissement public, mais quand vous avez un taux d'inflation aussi de 5,7%, il faut essayer d'améliorer donc le pouvoir d'achat des citoyens en réévaluant les salaires éventuellement. Bon, alors, moi, la question du déficit. Le déficit budgétaire, moi je crois qu'il est énorme maintenant. Donc on va atteindre 6,6%. Et c'est un déficit assez colossal. Et on parle même d'un déficit véritable de 8,9%. Parce qu'en calculant le déficit de 6,6%, ils ont pris en compte les recettes extraordinaires, ce qu'on appelle les recettes extraordinaires, alors que normalement, on ne les prend pas en compte. Si on lève les recettes extraordinaires qui vont venir donc de la privatisation, de ce qui va venir de la vente des biens expropriés de l'ex-président déchu, donc on a un déficit de 8,9%, presque 10%. Donc là, ça devient alarmant. Je rappelle qu'avant, donc en temps normal, on faisait un déficit de 3,5%. C'est le déficit gérable par la Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes à 6,6%. Donc là, il faut faire attention par rapport à ça. Après concernant l'impact de la dégradation de la note, je crois
qu'il va y avoir des impacts à court, moyen et long terme. C'est clair et net. Je suis surpris par l'intervention de certains sur le moindre impact de cette dégradation. Alors les impacts, moi j'étais à une réunion du MEDEF international la semaine dernière à Paris, on ne parlait que de ça. Les chefs d'entreprise français, les investisseurs français ne parlaient que de ça, concernant la Tunisie. Donc sur l'investissement, certainement, il va y avoir de l'impact. Donc ça va un petit peu décrédibiliser, ça va démotiver, ça va décourager certains investisseurs, ça c'est sûr. Alors deuxième impact, Sylvain l'a cité tout à l'heure, c'est qu'on va avoir moins de marge de manœuvre. Même si je ne compte pas sortir sur le marché financier international, même si je ne veux pas sortir sur le marché financier international, mais je vais me priver de ça, moi. Avec cette notation-là, je ne vais plus pouvoir le faire, je n'aurai plus cette possibilité. Et ça peut impacter négativement sur l'indépendance de ma décision souveraine. Quand je vais dépendre de certains pays, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que dans la loi de finances complémentaire, il y a une rubrique endettement extérieur, parce qu'on a parlé de l'exécution du budget, faut-il aussi garantir les recettes de ce budget? Et là, je cite deux recettes, par exemple. Vous avez 1,2 milliard de dinars qui vont venir de la vente des biens expropriés. Je me pose la question comment ça a été fixé. On sait tous que dans la loi de finances initiale du gouvernement PGR, ce montant était de 400 millions de dinars. Je ne sais pas comment il a grimpé x3, donc sur quelle base ça a été évalué, premièrement. Et deuxièmement, vous avez aussi 4,320 milliards de dinars d'endettement extérieur. Donc je ne crois pas fondamentalement que ces 4,320 milliards de dinars d'endettement extérieur qui vont servir à financer ce budget de fonctionnement et d'investissement, on va les garantir d'accords bilatéraux. Je vois jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 ou 4 pays qui sont prêts à nous prêter de l'argent, mais avec, disons-le d'une façon claire, une certaine ingérence. Donc élargir ce spectre vers d'autres pays, pour le moment, moi je ne suis pas très rassuré par rapport à ça. Donc exécuter le projet, mais faut-il donc, je dirais, assurer les recettes de ce budget. Donc deux autres points, et je termine là-dessus, concernant les IDE, l'investissement direct étranger. Soyons clairs, un investisseur étranger ne viendra jamais dans un pays où il n'y a pas de constitution. Ça c'est clair. Il y a des effets d'annonce, il y a éventuellement, je dirais, une envie peut-être de venir, mais jamais un investissement n'est concrétisé dans un pays où il n'y a pas un cadre juridique général assez précis qui va protéger, qui va garantir donc, je dirais, l'exercice de l'activité économique dans ce pays-là. Un pays sans constitution, il ne faut pas rêver, donc il faut terminer cette constitution, après on parlera d'investissement direct étranger. Il y a un problème de la continuité. Certainement. Moi, je fais attention par rapport à ça, parce que j'ai assisté aussi, je suis membre de Transparency International, une agence, une association internationale qui œuvre pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et la Tunisie a un très mauvais classement. On est classé 5e pays mondial en termes de blanchiment d'argent. Donc il faut faire attention par rapport à ça. C'est le classement officiel de Transparency. Je peux le transmettre. Non, mais c'est normal, je pense. 5e. C'est pour ça qu'il y a eu une révolution. Blanchiment d'argent. Oui. Non, c'est dans le passé. C'est le passé. Mais c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque aussi. Il faut faire attention par rapport à ces investisseurs, ces pseudo-investisseurs qui vont venir soi-disant pour utiliser le projet alors qu'ils sont en train de blanchir l'argent. Donc il faut faire attention, moi je dis, par rapport à ces évidences. Voilà. Un investisseur fiable ne viendra jamais dans un pays sans constitution. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je termine sur un point, sur donc, les règles de gouvernance. Ça, c'est très important, et je crois que les agences de notation prennent ça en compte. Et aujourd'hui, il y a une défaillance par rapport à ça, par rapport aux principes de gouvernance. Moi, je cite 5 principes de base en matière de gouvernance publique et économique. Je cite le principe de la séparation des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, cette séparation des pouvoirs, moi, personnellement, je ne la vois pas encore. Donc il y a encore des confusions de rôle, il y a encore des confusions de pouvoir. On voit même encore des présidents, des ministres qui ont des fonctions assez importantes dans leur parti politique. Donc il y a encore l'ingérence du parti État, du parti gouvernant sur l'activité administrative et donc la gestion des affaires de l'État. Premièrement, donc il n'y a pas encore de séparation des pouvoirs. Deuxièmement, parmi les bases de la gouvernance, c'est la transparence et la fiabilité des données. Aujourd'hui, il y a un manque de transparence, il y a un manque de fiabilité entre des données qui sont contradictoires.
déjà dans le gouvernement même et entre le gouvernement et la Banque centrale. Donc il y a une guerre froide, on parle aujourd'hui entre la Banque centrale et le gouvernement. On pense et puis on croit et puis on espère, voilà, on espère. Donc on espère qu'elle va être dissipée. Il est gentil. Donc à partir de là, il y a vraiment un manque de fiabilité et ça c'est une base de gouvernance qui manque aujourd'hui. Troisième base de gouvernance, c'est donc la neutralité de l'administration publique. Ça c'est très important et c'est pris en compte par les investisseurs et par les agences de notation. La neutralité de l'administration publique. Aujourd'hui, on a des nominations, on a des confusions, encore des rôles dans l'administration publique et on ne sent pas que cette administration publique est impartiale. Troisième base de gouvernance, qui est très importante aussi, c'est la compétence. La compétence dans la gestion des affaires de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la compétence? Donc, je me pose aussi des questions. Et cinquième et dernier principe de gouvernance, c'est l'accountability. C'est ce que les Anglais appellent l'accountability, c'est le rendu de compte. C'est le fait de rendre des comptes de son action. Est-ce que ce gouvernement est en train de rendre d'une manière fiable, d'une manière périodique et d'une manière assez fréquente et assez bien soutenue, donc de l'action, de son action et puis de sa façon de gérer les dépenses.